Dépôt de gerbes. Gerbes déposées par le maire de la ville de Compiègne. C'est là sur le côté. La gerbe du président de la République déposée par Madame la préfète de l'arrondissement de l'Oise, département de l'Oise. Aux morts! On remercie Madame la préfète. On remercie nos deux drapeaux. Ordinaire, pas standardiste de la ville. C'est le visage de la ville, quand on peut le voir en totalité. La partie supérieure. La préfète, les médaillés militaires de Compiègne. Très bien, merci monsieur. Merci d'être avec nous.
Vous n'êtes pas là-bas? Non. Le discours, on peut les faire mettre au repos. Repos, hein? Hein? Ouais. Repos. Ah oui, c'est le discours. Madame la préfète de l'Oise, vous avez tenu à accomplir le geste symbolique de ce dépôt de la gerbe du président de la République ici dans la clairière dite de Retonde sur le territoire de Compiègne pour être fidèle à une tradition et qui chaque année, le 11 novembre, nous fait retrouver ce lieu particulièrement émouvant et symbolique. Quand on remonte cette allée, dite allée triomphale, avec dans nos dos le monument des Alsaciens lorrains en grès d'Alsace, monument qui, de manière surprenante, comme d'ailleurs la statue du maréchal Foch, n'a été qu'occultée par un drapeau nazi pendant l'occupation des années 40, quand on remonte cette allée triomphale et qu'on se rend compte des proportions du lieu, quand on aborde ce cercle de la clairière et quand on s'approche de la dalle, dite dalle sacrée, restaurée en 2018, quelle émotion! Quelle émotion d'être ici et quelle émotion de réaliser ce que représente ce site historique de l'armistice. Alors, je ne voudrais pas que ma mémoire me trahisse et j'ai ici les noms des 4 élèves du collège, c'est-à-dire du lycée de Compiègne, qui, le 11 novembre 1940, sont venus sur ce site, sont venus à vélo de la ville, pour déposer une gerbe tricolore. Chacun sait que le même geste a été accompli le 11 novembre 1940 sous l'Arc de Triomphe, mais le geste de Compiègne est pour nous un épisode particulièrement poignant. Et je voudrais citer leurs noms. Daniel Boulanger, qui devint membre de l'Académie Goncourt. Un homme de lettres, un homme de cinéma, et qui fit donc toute sa bibliothèque à son décès il y a quelques années à la ville de Compiègne. Jean-Baptiste Delman, qui fut libraire, un grand libraire, et le président de la Fédération des libraires de France. Et lui aussi, un nom qui s'attache à la culture de notre pays. Et puis, 2 jeunes Compiègnois sur lesquels, enfin que je n'ai pas connus et sur lesquels je n'ai pas d'informations aussi précises, Jean Devime et Charles Mérion. J'ajouterai au rappel de leurs noms et de leurs gestes symboliques le souvenir, la mémoire du principal de ce collège qui s'appelait M. Laurent, qui les a encouragés et qui a été bien sûr sanctionné pour cela par l'occupant et par l'administration française à ses ordres. C'était le 11 novembre 1940.
Puis, la nuit de l'occupation s'est étendue sur la Clairière et le 11 novembre 1944, la première cérémonie après la libération a eu lieu. Et depuis lors, vous le savez, chaque année, c'est un devoir que nous accomplissons avec des personnalités illustres, le plus souvent, avec que nous avons accompli avec les présidents successifs de la République et avec les premiers ministres qui, selon une tradition non écrite, mais néanmoins largement respectée, viennent l'année de leur prise de fonction. Et je crois pouvoir dire que M. Jean Castex avait prévu de venir sur ce site cette année, 11 novembre 2020, si les circonstances de la pandémie ne l'en avaient empêché. Madame la préfète, c'est un moment de grande émotion et c'est un moment d'union dans le souvenir de nos anciens, dans le souvenir des combattants. Ils ont beaucoup apporté, chacun individuellement. Ils ont apporté collectivement à notre patrie. Sachons maintenir, préserver, diffuser, pérenniser ce devoir de mémoire partout, mais plus particulièrement ici, dans la Clairière de l'Armistice. Vive la République, vive la France! C'est avec beaucoup d'émotion et c'est pour moi un grand honneur de porter aujourd'hui les mots de Madame Darrieussecq, qui est la ministre auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. C'était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Tin, soldat de 2e classe et pupille de la Nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du Chemin des Dames, de Lorraine et de la Meuse. Un de ces braves, un des poilus qui participa à une interminable guerre. Un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie reconnaissante et unanime s'incline respectueusement devant son cercueil en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille jour et nuit sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu du recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque village, dans chaque ville de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité, en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la Nation. Il entre en soldat des éparges, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il entre avec toute la société, de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme.
1 400 000 d'entre eux tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas, inlassablement nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous leur rappelons que c'est tout un peuple, uni et solidaire, qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha. La paix.
D'accord. Bonjour monsieur. Ça va bien? Bonjour monsieur. Un Kramnickel. Mais celui-ci est de la même série, c'est le 2439, qui a le permis de rouler depuis le 4 juin 1914. Donc, que la ville de Compiègne a racheté pour 1 franc et qu'elle a transformé de wagon-restaurant en wagon-bureau pour 2 450 000 francs. Mais c'est des francs de l'époque. Hein, on parle en 50. C'est-à-dire de 1950. Hein, bon. Voilà. Alors effectivement, ce n'est pas le vrai wagon. On va vous reparler du vrai wagon un instant à l'intérieur. Alors, c'est pas le vrai wagon, c'est pas une reproduction, c'est un wagon de même série. Mais le mobilier qui est à l'intérieur est le mobilier authentique qui a été caché, préservé pendant l'occupation. Voilà. Alors, montrez-nous le chemin, monsieur le Président. Oui, voilà, très bien. Juste parce que comment ça ne fonctionne pas. Non, non. Monsieur le député. C'est bon. Je suis déjà rentré dans le... C'est bon? Oui. Ok, allez. La beauté de ces boiseries. C'est impressionnant, hein, je suis toute impressionnée. Voilà, alors là vous avez le wagon de livre d'or de l'armistice et livre d'or de la ville. Alors, livre d'or de la ville que vous avez signé une première fois, mais on pouvait le signer une deuxième fois. Et quant à ce livre d'or, Monsieur le Président, c'est le deuxième livre d'or? C'est le deuxième livre d'or. C'est ça. Le premier, il a été inauguré en 1927 par le maréchal Foch et l'amiral Véris, et il a été clôturé par Madame la chancelière Merkel et par le président de la République Macron. Voilà. Et donc il est plus... Donc ça, c'est un livre d'or pour 100 ans de plus. D'accord. Et donc voilà. Je signe lequel? Les deux. Ah, les deux. Les deux, je vous en prie. Bon, je m'assois un peu. Oui. Voilà. Vous ne connaissiez pas encore ce site? J'avais jamais eu l'occasion, j'avais bien l'intention de venir le voir. Donc, voilà. Aujourd'hui, peut-être même en famille, si les conditions sanitaires. Alors, en famille, vous n'entrerez pas dans le wagon. Ah oui, bien sûr. Oui, oui. Non, le wagon est réservé aux hautes autorités. Oui, le wagon, il est... Et alors donc, vous savez, les emplacements de chacun des plénipotentiaires de part et d'autre, et comme vous le savez, ces emplacements ont été réutilisés en 1940, puisque le vainqueur a voulu s'installer en ce lieu à l'identique. Ce qui a disparu, c'est la petite plaque qu'il y avait ici qui expliquait qu'elle a disparu avec le vrai wagon. Mais par contre, qu'est-ce qu'elle disait cette plaque? Ici fut signé l'armistice. Ah oui, d'accord, c'est ça. Il y avait une belle plaque qui a disparu, qu'on pourrait éventuellement reprojeter. J'envisage de la... Ah, pourquoi pas, oui, si vous avez le texte et si vous savez... Oui, on a le texte, on a même la photo, donc on peut la reprojeter. Par contre, Hitler, lui, il avait mis dans les aérateurs qu'il y avait des micros. Tout a été enregistré. Oui. Bon, alors les téléphones sont d'époque. Aussi. Oui. Ça, c'est... Et donc, à côté, c'était les tables pour les secrétaires. Ils avaient choisi des sténos, donc transmetteurs. il fallait avoir une liaison, parce que les gens qui sont arrivés, les plénipotentiaires, le 8 novembre 1918, étaient plénipotentiaires de l'empereur Guillaume II. Voilà. Comme Guillaume II démissionnait le 9, leur signature avait-elle encore un poids le 11. Donc il a fallu, on avait choisi un lieu isolé en forêt à côté de train, donc on avait une liaison téléphone, un allemand, un français, un anglais, pour joindre via la Tour Eiffel l'Allemagne. D'ici, on avait un petit wagon, vous le verrez dans la maquette,
avec un système UX qui permettait de communiquer d'ici à Paris. Et de Paris, on téléphonait en Allemagne, enfin en radiodiffusion en Allemagne, via la Tour Eiffel. Et c'est comme ça qu'on a pu les valider pour signer, parce que sinon ils avaient perdu leur pouvoir, leur plein pouvoir. On espérait qu'il y ait encore un gouvernement en Allemagne. Voilà. Voici le wagon de l'armistice, ou plutôt son frère jumeau. Cette voiture est un symbole de la relation tourmentée entre la France et l'Allemagne. En 1918, l'armistice est signé ici, en forêt de Compiègne. Dans l'entre-deux-guerres, la clairière de Rotonde devient un lieu de pèlerinage, synonyme de victoire pour les Français. Voyage à travers le passé. À Rotonde, où les Allemands capitulèrent voici 30 ans, au cœur de la forêt de Compiègne, le général de Gaulle se recueille devant la dalle où la victoire de la France est gravée pour toujours. Ce lieu est éminemment politique. Époque après époque, les présidents y ont pris la parole pour délivrer le message du moment. 11 novembre 1958, la Ve République n'a qu'un mois. René Coty s'apprête à céder la place au général de Gaulle. Vétéran de 14, Coty appelle les Français à l'union. Pour gagner la paix définitivement, Français de toutes opinions, de toutes croyances, de toutes conditions, unissez-vous. Mais unissez-vous comme nous nous sommes soudain unis il y a 44 ans, comme nous sommes restés unis pendant ces années, ces 4 années de tranchées. Fête de la victoire et de la paix depuis son origine, le 11 novembre prend des accents européens à partir des années 70. Valéry Giscard d'Estaing défend l'Europe qui se construit. Il n'y a plus de fatalité de l'affrontement en Europe. Désormais, l'effort d'organisation de l'Europe, auquel la France apporte sa contribution éminente et décisive, doit faire de notre continent un modèle pacifique. 70e anniversaire de l'armistice, Mitterrand, l'ancien combattant de 40, plaide pour la paix. Là même où fut signé l'armistice le 11 novembre 1918. L'occasion pour le chef de l'État de lancer un appel à la vigilance pour la défense de la paix. Cette paix qu'ils ont su gagner, c'est à nous non seulement de la préserver, mais encore de la renforcer. Rejetons donc toute forme d'idéologie totalitaire, d'où ne peut surgir que le malheur des hommes. Et repoussons toute faiblesse génératrice de servitude. Bref, soyons disponibles pour construire la paix. 1998, 80e anniversaire de l'armistice. Jacques Chirac choisit le silence. Depuis, la clairière a été un peu oubliée. Les présidents ont préféré Verdun ou l'Arc de Triomphe pour marquer la réconciliation. Ainsi, en 2009, Nicolas Sarkozy ravivait la flamme du souvenir avec Angela Merkel. Pour le 100e anniversaire, la chancelière sera côte à côte avec Emmanuel Macron. Tous deux scelleront ici, devant la dalle sacrée, en gage d'amitié, une plaque au message de paix. Quand l'histoire